Aujourd'hui, on s'attaque à un monument, un livre qui a vraiment secoué la pensée politique du XXe siècle. C'est la théorie de la Constitution de Carl Schmitt, publiée en 1928. Mhm. À première vue, on pourrait croire que c'est un livre de droit un peu austère. Mais en fait, c'est bien plus que ça. Ah oui, c'est presque une autopsie. C'est ça, bim. Schmitt regarde la République de Weimar, qui est au bord du gouffre, et il essaie de comprendre ce qui cloche dans sa machine constitutionnelle. Et pour y arriver, il va devoir en quelque sorte réinventer la définition même du mot constitution. C'est une excellente image, l'autopsie. Et notre mission aujourd'hui, c'est justement de suivre cette dissection. On va chercher à comprendre comment Schmitt, il déconstruit nos idées reçues. D'accord. Pour lui, une constitution, ce n'est pas juste une liste de règles du jeu. C'est avant tout un acte de naissance, une décision politique fondamentale. Et il va opposer cette idée, la Constitution, avec un grand C, au simple loi constitutionnelle. Vraiment, tout son raisonnement découle de là. Et il faut garder en tête que ce n'est pas un exercice de style, hein. Il écrit avec un vrai sentiment d'urgence en voyant la démocratie allemande se fissurer sous ses yeux. Alors, avant de plonger dans la théorie elle-même, peut-être un mot sur l'homme. Carl Schmitt, Oui, né en 1888, c'est un juriste et un penseur politique allemand qui est incontournable, mais aussi incroyablement clivant. c'est le moins qu'on puisse dire. Ce livre, il le publie en 1928, donc pendant ce qu'on appelait les années d'or de Weimar, une brève période de stabilité. Et c'est une œuvre qui se veut très rigoureuse, presque professorale, assez loin de certains de ses autres pamphlets beaucoup plus enflammés. Absolument. Et c'est là où c'est impossible de faire l'impasse. On ne peut pas parler de Schmitt sans aborder la partie la plus sombre de son histoire. Sa collaboration avec le régime nazi. Voilà, de 1933 à 1936, c'est un paradoxe terrible et vraiment central. Au moment où il écrit ce livre, ses analyses, elles visent à solidifier la République de Weimar, à la défendre contre les extrémismes. Il cherche des outils pour la sauver. Et pourtant, Et pourtant, quelques années plus tard, il se ralliera au régime qui l'a anéanti. Cette tension, elle est fondamentale. Non pas pour le juger, mais pour comprendre la complexité du personnage. Et puis la manière dont ses idées, même les plus brillantes, ont pu être interprétées et utilisées. c'est un point crucial. Alors, venons-en au cœur de sa pensée dans ce livre. Cette idée qui change tout. Quand on pense Constitution, on imagine un document comme la Constitution française de 1958 avec ses articles. Schmitt, lui, nous dit que ça, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Exactement. C'est ce qu'il appelle le concept relatif de la Constitution. Une simple collection de lois, une somme d'articles qu'on peut modifier, amender, remplacer. Une vision purement formelle, en fait. Voilà. Une vision formelle qui passe à côté de l'essentiel. Et à ça, il oppose son concept positif. La véritable Constitution, la seule qui compte, c'est la décision politique fondamentale, existentielle, qui est prise parce qu'il nomme le pouvoir constituant. Le peuple souverain. Le peuple souverain, ou son représentant. Et cette décision porte sur la forme même de l'unité politique. C'est le choix originel. Attends, ça veut dire que pour Schmitt, un pays pourrait changer 100% de ses lois, mais s'il reste une démocratie républicaine, il a toujours la même constitution. C'est précisément ça. Et à l'inverse, il pourrait ne changer qu'un seul article, mettons, celui qui abolit la démocratie, et là, il aurait complètement détruit la constitution pour en créer une nouvelle. C'est une vision radicalement différente de ce qu'on apprend à l'école. Tu as mis le doigt sur le cœur de son argumentation. Pour Weimar, il identifie 4 de ses décisions fondatrices, irréductibles. La première, c'est le choix de la démocratie, incarné par la phrase « Der Staat entwickelt von Volkswohl ». L'autorité de l'État émane du peuple. La deuxième, c'est le choix de la République, ce qui implique évidemment le rejet de la monarchie. Donc déjà là, ce ne sont pas des articles de loi au sens strict. Ce sont des principes qui donnent son âme au régime. Exactement. Le troisième choix, c'est la structure fédérale, donc le maintien des États régionaux, les Länder. Et enfin, le quatrième, et peut-être le plus complexe, la décision en faveur du Rechtsstaat bourgeois. L'état de droit. L'état de droit, voilà, avec ces 2 piliers que sont les droits fondamentaux et la séparation des pouvoirs. Pour Schmitt, ces 4 décisions sont la Constitution de Weimar. D'accord. Le reste, ce n'est que de la mise en œuvre. Et l'implication, elle est vertigineuse. C'est-à-dire ? On ne peut pas amender ces décisions. Toucher à l'une d'elles, ce n'est pas réformer, c'est faire une révolution. Prêter serment à la Constitution, ce n'est pas jurer fidélité aux 181 articles, c'est jurer de défendre ces 4 choix existentiels.
D'accord, alors plongeons dans un de ces piliers justement, le Rechtsstaat. C'est un mot qu'on entend souvent, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement pour Schmitt dans le cadre de sa théorie? Il le décompose, n'est-ce pas? Oui, il le dissèque en deux principes fondamentaux qui sont hérités de la pensée libérale du 19e siècle. Le premier, c'est ce qu'il nomme le principe de distribution. Ça concerne les droits fondamentaux. La liberté de la personne, la propriété privée, la liberté d'expression. Donc l'idée, si je comprends bien, c'est que l'individu a une sorte de domaine privé où l'État ne peut pas entrer, sauf dans des cas très, très encadrés. Précisément, la logique est que la liberté de l'individu est par principe illimitée. C'est le point de départ. D'accord. Et à l'inverse, le pouvoir de l'État de s'immiscer dans cette sphère est par principe limité et il doit être prévisible. Ce qui est essentiel ici, c'est que pour la pensée libérale que Schmitt décrit, ces droits ne sont pas un cadeau de l'État. Ah non. Non, ils préexistent à lui. L'État ne les crée pas, il se contente de les reconnaître et, idéalement, de les garantir. Et le deuxième principe? C'est le principe d'organisation. C'est la mécanique qui doit garantir que l'État respecte bien cette limite. Et cette mécanique, c'est la fameuse séparation des pouvoirs. L'exécutif, le législatif, le judiciaire. Voilà. L'idée, c'est de diviser le pouvoir pour l'affaiblir, pour qu'il se contrôle lui-même. C'est le célèbre adage de Montesquieu que Schmitt reprend. Pour qu'on ne puisse abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. C'est la garantie anti-absolutisme en somme. D'accord. Et tout ça, ça débouche sur une conception très précise de ce qu'est une loi. Ce n'est pas juste une décision prise par le Parlement. Qu'est-ce qui empêche un Parlement de voter une loi qui dirait « Monsieur Dupont doit aller en prison » ? C'est la question clé. Pour Schmitt, la dernière garantie du Rechtsstaat, c'est que la loi doit être une norme générale, abstraite et permanente. C'est-à-dire, Elle s'applique à tous de la même manière, sans nommer personne. Si le Parlement peut adopter une loi qui cible un individu, alors tout l'édifice s'effondre. La séparation des pouvoirs ne veut plus rien dire, l'indépendance du juge devient une farce, le juge ne ferait qu'appliquer un ordre individuel déguisé en loi. et le Rechtsstaat serait mort. Exactement. Mort même si en apparence toute la procédure légale a été respectée. D'accord, donc ça c'est le côté libéral, on va dire. L'héritage des Lumières qui protège l'individu et qui encadre le pouvoir. Mais une constitution, ce n'est pas que ça. Quelle est la part purement politique du gâteau selon Schmitt? C'est l'autre moitié de l'équation. Pour lui, au-delà de l'état de droit, toute constitution doit trancher la question de sa forme politique. Et là, il identifie deux principes opposés, deux logiques qui sont en tension permanente dans tout État moderne. Le premier, c'est le principe d'identité. Le principe dit d'identité, qu'est-ce que ça cache? C'est l'idée, qui vient en droite ligne de la pensée de Rousseau, que dans une démocratie pure, le peuple est un tout unifié. Mhm. Il est directement présent, il est identique à lui-même. La volonté des gouvernants est la même, est identique à celle des gouvernés, parce qu'il n'y a pas de distinction entre les deux. Dans ce système, la loi est l'expression de la volonté générale, et tout le monde est censé y adhérer. Logiquement, un tel principe tend vers un gouvernement minimal, voire invisible. C'est un peu un idéal, ça, non? L'idée que des millions de personnes peuvent avoir une seule et même volonté, ça semble difficile à mettre en pratique. Absolument. C'est un idéal type. Et c'est justement parce qu'il est quasi impossible à réaliser que le second principe existe. Le principe de représentation. Ah, L'idée ici, c'est que l'unité politique du peuple ne peut jamais être physiquement présente dans sa totalité. Elle doit donc être incarnée, personnifiée, représentée par quelqu'un ou quelque chose. un monarque, un président, un parlement. Exactement. La fameuse phrase « l'État, c'est moi », c'est l'expression la plus extrême de ce principe. L'unité n'est pas là, elle est rendue visible par un représentant. Donc, si je comprends bien, on a une tension constante. Le principe démocratique d'identité nous dit le peuple est souverain et il est présent. Et le principe de représentation répond non, le peuple est une abstraction, il a besoin de nous, ses représentants, pour exister politiquement. C'est exactement ça. Et toute constitution moderne est un cocktail un peu instable de ces deux idées. C'est parfaitement résumé.
Et ce cocktail politique est lui-même mélangé avec les principes du Reichstag qu'on vient de voir. Un parlement, par exemple, est pour Schmitt un organe de représentation par nature. Donc un élément aristocratique, un petit groupe qui parle au nom de tous, inséré dans un système qui se réclame de la démocratie. Cette machine est donc par construction un assemblage de logiques contradictoires. Et c'est cette grille de lecture qu'il va plaquer sur la Constitution de Weimar. Alors allons-y, appliquons tout ça à Weimar. Schmitt regarde cette constitution et il n'y voit pas un système cohérent, mais plusieurs systèmes qui se superposent et qui se combattent. C'est bien ça? C'est précisément son diagnostic. Il identifie non pas un, mais 4 sous-systèmes parlementaires qui coexistent de manière, disons, précaire. Le premier, c'est le plus classique. Le gouvernement a besoin de la confiance du Parlement, le Reichstag. Sans cette confiance, il tombe. Ok, ça c'est la base d'un régime parlementaire qu'on connaît bien. Oui, mais s'ajoute immédiatement une deuxième logique. La Constitution dit que le chancelier détermine les lignes directrices de la politique. Ça, c'est le modèle du Premier ministre fort, celui qui donne le cap. Donc on a un leader qui est censé être le chef d'orchestre, mais j'imagine que ce n'est pas si simple. Loin de là, parce que le troisième système vient brouiller les pistes. C'est le système du cabinet, où le gouvernement est considéré comme un organe collégial. Les décisions importantes sont prises collectivement, ce qui, dans les faits, dilue considérablement le pouvoir du chancelier, surtout dans un gouvernement de coalition où chaque ministre représente son parti. Mhm. Et enfin, le quatrième système vient, en quelque sorte, tout dynamiter. Le système présidentiel. Le président est élu au suffrage universel direct. Il n'est pas issu du Parlement, il a sa propre légitimité qui vient directement du peuple tout entier. Et pour Schmitt, c'est la pièce maîtresse et le principal facteur de complication. On a donc un Parlement qui peut renverser le gouvernement, un chancelier qui est censé diriger mais qui est paralysé par ses ministres et les jeux de parti, et, planant au-dessus de tout ça, un président qui a le pouvoir de dissoudre le Parlement. Et d'en appeler directement au peuple. Voilà, par de nouvelles élections. Ça ressemble à une recette pour le chaos. On a l'impression d'avoir 4 pilotes dans le même cockpit, chacun tirant le manche dans une direction différente. C'est exactement le mot qu'il emploie, un équilibre instable. Il décrit la paralysie politique qui en résulte. Dans la pratique de Weimar, les gouvernements de coalition rendent le chancelier quasi impuissant. Le Parlement est fragmenté en une multitude de partis qui n'arrivent pas à s'entendre. Pour Schmitt, la seule issue, la seule soupape de sécurité, pensée par les constituants, c'est le président. Ah oui. En cas de blocage total entre le Parlement et le gouvernement, lui seul, fort de sa légitimité populaire, peut court-circuiter les partis, dissoudre l'Assemblée et demander au peuple de trancher. Le président n'est pas juste un arbitre, il est pour Schmitt le véritable gardien de la Constitution. Pour résumer, si l'on distille l'essence de cette analyse, on a d'abord cette idée fondamentale qui redéfinit tout Schmitt. La Constitution n'est pas le texte, mais la décision politique qui le précède. C'est ça. Et ensuite, on a cette vision de l'État moderne comme un champ de bataille permanent entre des forces contraires. La protection de l'individu d'un côté, les logiques de pouvoir de l'autre, la démocratie directe contre la représentation. En fait, Schmitt nous donne des lunettes pour voir ces tensions à l'œuvre. Absolument. Et cela nous amène à une pensée finale, une question qui prolonge sa réflexion jusqu'à nous. Vers la fin de son analyse, Schmitt évoque un concept assez obscur mais fascinant, les actes de souveraineté apocryphes. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des actions qui sont vitales pour la survie de l'État dans une crise extrême, mais qui ne rentrent dans aucune case juridique normale. Elles sont souvent déguisées en procédure légale, un amendement constitutionnel voté à la hâte, une loi d'urgence au pouvoir étendu, mais leur nature est tout autre. D'accord. Et ça soulève une question pour notre époque. Comment nos démocraties gèrent-elles les crises existentielles qui semblent dépasser le cadre de leurs propres lois ? À quel moment une mesure d'urgence cesse-t-elle d'être une simple procédure pour devenir un acte de pouvoir pur ? Un acte souverain qui, sous couvert de sauver l'ordre politique, le modifie en réalité de manière fondamentale. La frontière est mince et la question reste d'une actualité brûlante.